Bonjour, ici votre hôte Samiline. Cette semaine, le conseiller municipal Jean Coupal qui nous raconte son district Chemédé Souvenir Label et nous explique comment il compte réaliser son désir d'enrayer le gaspillage de fonds publics tout en améliorant significativement le développement harmonieux de la ville. Bienvenue chez vous. Monsieur Jean Coupal, merci d'avoir accepté notre invitation ici à Bienvenue chez vous. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous, puis prendre la parole puis pour parler aux citoyens de Laval, de mon parcours puis de mon quartier. Vous êtes originaire de Laval, vous? Oui, je suis né à Laval, mais j'ai quitté quand j'étais très jeune pour déménager à Saint-Eustache. Mais par la suite, comme Saint-Eustache est très près de Laval, j'étais au courant de ce qui se passait ici. Puis après, je suis allé étudier à Sherbrooke. Puis après mes études de Sherbrooke, j'étais embauché à la Ville de Montréal. Fait que un des critères à l'époque, c'était que tu étais obligé d'habiter sur le territoire de la ville. Fait qu'il a fallu que je déménage à Montréal. Et ça vous a donné beaucoup de cordes à votre arc, en fait. Oui, parce que au départ, j'avais travaillé à Ottawa. Je suis allé à l'Université de Sherbrooke. J'ai fait des stages à Ottawa dans le domaine fédéral. Puis à la fin de mes études, j'étais embauché dans le domaine municipal, qui était un peu différent, parce que à l'époque, moi, j'étais embauché juste après l'élection de Jean Doré à la mairie de Montréal, qui, lui, voulait faire une réforme complète de l'administration municipale qui avait été longtemps négligée par le maire Drapeau. Fait que lui, au départ, il voulait investir dans l'administration de la ville. Vous avez une maîtrise en administration des affaires, MBA du HEC. Entre autres, plus de 25 ans d'expérience comme conseiller en gestion, comme on le nommait auparavant. Président depuis 2011 de Gestion Lapouque Inc., qui est une entreprise familiale. Oui, c'est ça. En ce moment, je fais de la consultation en gestion auprès d'entreprises de moyenne et de grande envergure, surtout dans l'implantation de logiciels financiers. Vous avez travaillé pour plus de 20 ans, pendant plus de 20 ans, pardon, prestigieuse PwC, Ernst Young et Fujitsu. Oui, ça, c'est des firmes de consultation qui sont présentes à l'échelle internationale. La plupart ont plus de 50 000 employés. Puis aussi, eux travaillent surtout avec des multinationales présentes dans plusieurs pays pour regarder leur système et leur processus financier à l'échelle mondiale. Donc, c'est peu dire, quand il y a un dossier qui vous arrive sur les cuisses, comme on dit, on le prend d'assaut et on n'a pas peur d'aller jusqu'au fond des choses. Non, surtout que c'est une des raisons pourquoi je me suis lancé en politique, c'est pour que l'administration publique prenne les meilleures pratiques de l'entreprise privée et non pas de continuer à voguer sur la vague de l'administration publique de l'ancien temps et plus de faire des réformes dans le domaine. Vous disiez que, évidemment, vous étiez tout près, vous avez fait Saint-Eustache, Montréal, revenu à Laval. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour dire ça n'a pas de bon sens, il faut que je m'en vienne, puis je veux m'impliquer? Moi, j'ai commencé en politique, je travaillais avec M. Decotis, on travaillait ensemble chez Via Rail, puis lui, il s'est présenté aux élections municipales de 2009. Je travaillais avec lui à l'époque chez Via Rail, comme je viens de le dire. Puis là, j'ai vu le déroulement de la campagne, puis surtout la mainmise que l'administration Vaillancourt avait sur les partis politiques à Laval, surtout que c'était très difficile de partir un nouveau parti, puis surtout aux élections précédentes, il n'y avait presque pas eu d'opposition. Fait que je voyais que la vague devait commencer quelque part pour pouvoir se poursuivre par la suite. Fait que moi, j'ai commencé à militer avec M. Decotis à partir de 2009. Je n'étais pas un candidat à l'élection 2009, mais j'étais présent auprès du parti. Qu'est-ce qui a fait que vous vouliez devenir indépendant? La raison est très simple, c'est qu'après 2 ans avec le parti du maire de Metz, je me suis aperçu qu'il y avait une tangente qui avait été prise par l'administration présente de continuer dans le même processus, moi je dirais plus administratif. Ça veut dire qu'au niveau de l'administration municipale, c'est difficile de faire des changements. Puis on continue la même politique, puis on l'a vu à la direction générale, le budget de la direction générale à Laval a plus que doublé depuis que l'administration de Metz est en place. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de direction, de personnes en place,
Puis surtout, c'est des gens qui ont surtout de l'expérience dans le domaine municipal, fait qu'ils n'ont pas vu ce qui se passe dans le domaine privé. Fait que c'est une gestion complètement différente. Puis là, je me suis aperçu que de plus en plus, la tendance était vers, on continue la même tendance qui avait été commencée depuis M. Vaillancourt. Vous avez travaillé, vous, à l'extérieur, à l'étranger, dans le fond, en parapublic. Oui. On faisait, ça vous a donné quelle impression d'avoir fait ce chemin-là quand vous revenez ici à la maison? Premièrement, j'ai surtout travaillé à l'étranger, en Afrique, qui est complètement différent. Les gens là-bas sont habitués à de l'administration, on peut dire, qui date des années 60. Tout était fait manuellement. Nous, on allait là pour implanter des processus informatisés pour améliorer et surtout faire que la gestion soit beaucoup plus transparente auprès des bailleurs de fonds puis aussi des propriétaires de ces entreprises-là. Donc, vous avez, dans le fond, amené la nouvelle technologie pour les aider à avancer. Oui, c'est ça, parce que la plupart du temps, quand tous les processus sont faits manuellement, ça prend beaucoup d'employés, puis aussi, on est porté à faire des erreurs. Fait que, en implantant des nouveaux processus, entre autres, j'ai travaillé 3 ans au Rwanda avec le ministère du Revenu là-bas. L'implantation de système pour la gestion des impôts et des taxes était un grand succès. C'était la Banque mondiale puis le FMI ont reconnu le succès du projet parce que les revenus du pays ont démontré que le projet était un succès. Quand vous êtes revenu ici et que vous avez vu ce qui se passait, ça vous a dit quoi au niveau de votre implication? Moi, c'est ça, je me suis aperçu que c'est rien qui changeait. L'administration Vaillancourt aurait pu être là à vie, un peu comme les présidents en Afrique. C'est très difficile de changer une roue qui tourne depuis plusieurs années. Fait que pour faire un changement, ça prenait un changement drastique. On en a eu un à Laval. C'est sûr que c'est un changement qui est venu par le judiciaire, mais ça aurait pu être venu par la population elle-même. Votre expertise a été pris d'assaut, j'imagine. Ça a été une grande aide. Oui, c'est ça. Puis surtout, on s'est aperçu que même la gestion intérimaire de la ville a eu des problèmes. Quand M. Vaillancourt est parti, l'administration a comme arrêté de tourner. Tout reposait comme sur une seule personne. Vous avez dit avoir le désir d'enrayer le gaspillage des fonds publics en améliorant significativement le développement harmonieux de la ville. Vous comptez faire ça comment exactement? C'est important, c'est qu'il faut revoir l'administration totale de la ville en commençant surtout par le genre de convention collective que les employés municipaux détiennent. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les employés municipaux, en général, à travers la province, ont des revenus de 40 % supérieurs aux employés du gouvernement du Québec. C'est parce que ce n'est pas nécessairement leur salaire, c'est le nombre d'heures travaillées. Les employés de Laval sont les seuls employés des 3 grandes villes du Québec à ne pas travailler au moins 35 heures. En plus, on ne parle pas des vacances et des congés fériés. C'est la productivité des employés aussi qui est à revoir. À revoir, puis surtout à améliorer la productivité de ces employés-là. On l'a vu cet hiver dans le déneigement, on le voit même aujourd'hui. Les employés, c'est un jour férié, les employés ne travaillent pas. Il y a de la neige, on va attendre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va attendre. Les conventions collectives font qu'il y a des contraintes à... On ne pourrait pas engager un privé à ce moment-là par rapport à ce qui se passe au public? Non, parce que les conventions collectives empêchent ce genre de processus-là. C'est des conventions collectives qui ont été signées. Un petit peu les bâtons dans les roues. Là. C'est ça, puis c'est des conventions collectives qui ont été signées, puis aussi que jusqu'à date, la nouvelle administration n'a pas été mise à bon escient. À bon escient pour renouveler ces conventions collectives-là. On espère que dans les prochaines négociations, toutes ces choses-là seront remises en jeu, comme Montréal a fait dernièrement avec ses cols blancs. Pour vous, ce qui vous tient à cœur, c'est l'urbanisme et les services à la population. Qu'est-ce que vous trouvez qui reste à améliorer en ce moment? Parce que... Le plus important, dans le fond. On l'a vu, le problème de l'urbanisme à Laval, c'est qu'il y a eu du développement un peu archaïque dans chacun des quartiers, sans vraiment... Global. Chaque quartier avait son propre développement sans avoir nécessairement une vision
centralisée du développement. On l'a vu, il y a des tours qui ont poussé un peu partout, sans aucune justification. Puis il y en a des projets qui ont été arrêtés par l'administration en place. Puis même dans mon district, il est supposé avoir un projet de débit avec l'hôtel de ville qui n'a vraiment pas rapport, sauf qu'ils ont décidé que ça faisait partie du centre-ville. Puis il y a un PPU qui a été mis en place dans le centre-ville, que les règlements municipaux ne s'appliquent pas dans un PPU. Le promoteur peut construire une tour de 30 étages sans déroger à aucun règlement municipal. Wow! Donc, ce sont des choses à mettre en place puis à rebalancer, dans le fond. Là. Oui, c'est ça. Puis c'est une des raisons pourquoi que la Ville de Laval, en ce moment, est en train de réviser son schéma d'aménagement pour avoir toutes ces incongruités-là à travers la Ville. Parce qu'en ce moment, à Laval, il n'y avait pas de limite sur la hauteur des bâtiments puis sur l'harmonisation des bâtiments avec les ceux autour. Fait que maintenant, avec la population grandissante, on n'aura pas le choix. Ça va être quelque chose à faire absolument. Là, on ne pourra pas déroger. C'est ça. On veut densifier le territoire, mais le densifier de façon intelligente. C'est une des raisons pourquoi que je m'aperçois que de 2000 à 2014, il y a eu beaucoup de développement qui a été fait, mais sans harmonisation surtout. Donc, on va de l'avant en gardant ça en tête. Oui. Au niveau de l'historique de Chemédé, Souvenir Labelle. Le quartier Souvenir Labelle, comme ce n'était pas une ancienne municipalité de Laval, il n'a jamais eu sa propre identité. Ses propres armoiries. Ses propres armoiries, c'était en partie constitué de Laborde à Plouffe, quelques rues de Laval-des-Rapides, puis quelques rues de Renault. Fait que lui-même n'a pas eu vraiment un développement propre à lui. La seule partie qui est importante de noter, c'est surtout autour de l'Institut Armand Frappier que le monsieur a acheté une ferme là-bas puis a construit des bâtiments. Puis entre autres, en ce moment, le musée Armand Frappier qui est dans les lieux de l'ancienne maison de la ferme de M. Frappier là-bas. Ça a été créé le 4 avril 1961, puis comme vous l'avez bien dit, c'était la fusion, en fait, là, des trois communautés. Pourquoi on met Chemédé aussi un petit peu dedans? Ça déborde? Parce que la ville de Chemédé, Chemédé, le nom n'existait pas avant la fusion de ces trois villes. De ces trois villes-là. De ces trois villes-là. Fait que Chemédé, c'est la fusion de trois villes. Trois districts, en fait. Ben, non, de trois villes de Laval. Avant la fusion, c'était des villes indépendantes. OK. Ensuite, c'est devenu le district qui est redevenu oui, c'est ça. Puis Okay. Chemédé a gardé une partie du nom, puis l'autre, il ne pouvait pas mettre le même nom, fait qu'ils ont mis Souvenir Labelle. Sauf que Souvenir Labelle n'a pas vraiment... à part la paroisse Saint-Norbert, où c'était la seule paroisse qui faisait partie du quartier Souvenir Labelle. Sauf que c'est une paroisse qui faisait partie de Laborde à Plouffe, n'avait pas sa propre identité, ses commerces et des choses comme ça. Puis ça grandit assez vite, par contre, à partir de là. Puis surtout, au début des années 60, il y avait beaucoup de territoires qui n'étaient pas développés, qui étaient développés très récemment. On voit... Oui, elle a resté campagne longtemps. Oui, c'est ça, parce que le boulevard Chemédé a été développé seulement récemment en boulevard urbain, qui a amené beaucoup de construction autour du boulevard Chemédé, puis aussi autour de l'hôtel de ville, parce que l'hôtel de ville était là, mais il n'y avait pas beaucoup de bâtiments autour. Au niveau des activités sociales, communautaires, industrielles et commerciales, on a... Le parc de biotechnologie se situe dans le district Souvenir Labelle, du côté de l'autoroute 15. Ce parc-là héberge des entreprises de biotechnologie qui font du développement de médicaments et de la recherche dans le domaine. Aussi, l'INRS est situé aussi dans le même quartier. Puis c'est à peu près les seules entreprises qui sont situées dans le quartier, à part, il y a aussi, dans le domaine de la santé, l'agence régionale est située dans le district. Il y a des bâtiments municipaux, ça, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de bâtiments de patrimoine, par exemple. Non, il y a très peu, il y a très peu de maisons qui ont de centenaires dans le district. La plupart, c'est des maisons qui datent du début des années 50. Puis, à part la maison du musée Armand Frappier. Sauf que aussi, je voulais répliquer, il y a aussi le palais de justice qui est situé sur le territoire de Souvenir Labelle. Puis on a aussi construit récemment la caserne numéro 2,
qui est la caserne de pompiers la plus occupée au Canada, qui a anciennement occupé une partie de l'Hôtel de Ville, qui a déménagé cette année avec sa propre caserne moderne, avec toutes les facilités pour pouvoir desservir le centre de Laval plus rapidement. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, soit dit en passant. Boisé de Notre-Dame, récipiendaire de la meilleure résidence au Canada, c'est peu dire. Oui, parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Boisé de Notre-Dame a été construit en plusieurs phases. Maintenant, il y a plus de 1000 personnes qui résident sur place. Ça fait une très grosse résidence avec plusieurs services de tous les niveaux. Aussi, qui s'adresse à une clientèle diversifiée parce qu'il y a aussi une partie qui est en appartement puis aussi en condominium. Puis sur place, ils ont tous les services d'une résidence digne de ce nom. Fait que c'est un des bijoux cachés du district parce qu'ils sont quand même autonomes puis ils font peu de publicité. C'est super important parce qu'avec une population qui est vieillissante, c'est quelque chose, c'est un must. Oui, sauf que ce n'est pas aussi la seule. Il y en a plusieurs autres qui sont sur le boulevard Chamédé qui ont été construits, entre autres, et récemment, il y en a d'autres qui ont été construits. Puis aussi, il y a un nouveau CHSLD qui est adjacent au Boisé Notre-Dame qui a été construit récemment aussi. C'est une place extrêmement multiculturelle. Évidemment, on la surnomme affectueusement Chamédopoulos parce que c'est la plus grande communauté grecque qu'il y a au Québec. Elle est à Chamédé. Mais c'est multiculturel. Il y a de tout en ce moment. Oui, parce qu'en ce moment, à l'école Saint-Norbert, qui est au cœur du quartier, il y a plus de 60 nationalités les enfants proviennent de plus de 60 nationalités. Les enfants d'origine québécoise sont en minorité. Le district aussi est... Il va falloir se faire des accommodements raisonnables, c'est ça que vous me dites? Oui, il n'y a aucun problème. Il y a une mosquée qui est très près de l'école aussi. Puis on s'aperçoit que la plupart des immigrants d'origine syrienne choisissent le quartier Chamédé et en partie Souvenir Labelle à propos de la proximité aussi de leurs concitoyens. Mais je veux dire, il n'y a pas de chicane de paroisse là, dans le sens que c'est très, très bien intégré. Et il y a plusieurs, donc on parle de Juifs, Portugais, Libanais, Algériens, Marocains, d'autres communautés arabophones, donc les réfugiés syriens qu'on a accueillis. Oui. C'est quand même merveilleux. Et ils ont choisi Chamédé. Il y a beaucoup d'Arméniens. L'âge de population du quartier est d'environ 42 ans. Oui, c'est en bas de la moyenne de la ville de Laval parce que aussi, ces familles immigrantes-là, la plupart ont beaucoup d'enfants, ce qui fait que les écoles du quartier débordent. C'est une des problématiques de la commission scolaire de Laval. C'est un beau problème. On a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, mais le problème, c'est que la commission scolaire a la difficulté à héberger, à fournir ces enfants-là parce qu'il n'y a pas de nouvelles écoles qui ont été construites dans le quartier. Récemment, il y a une nouvelle école qui a été construite à Chamédé. Elle déborde déjà. Fait que déjà, ils sont en pourparlers pour construire une nouvelle école. Mais la difficulté présentement, c'est de trouver des terrains pour construire ces écoles-là. Parce qu'on parle toujours de transport actif. On aimerait bien que les enfants aient à pied à l'école, mais il faut que l'école soit près de leur domicile. Donc, c'est quelque chose qu'on pense faire bientôt pour ajouter... Oui, il y a une école qui est supposée être construite un peu plus au nord-ouest du quartier de Chamédé, une nouvelle école dans un nouveau quartier résidentiel qui est en construction près de la 100e avenue. Ça va libérer des places dans les écoles du quartier parce qu'en ce moment, les enfants de ces nouvelles résidences-là n'ont pas le choix d'aller dans les anciennes écoles. Qu'est-ce qu'il y a à faire comme activité? Souvenir Labelle, le genre d'activité, ça serait de visiter le musée Armand Frappier. C'est une ressource qui est... Comme ils ont un budget limité pour faire de la publicité, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent... Qui le connaissent vraiment. Puis eux s'adressent aussi au grand public, mais surtout aux enfants dans les écoles pour leur donner le goût de travailler dans le domaine scientifique. Il n'y en a pas beaucoup. Surtout qu'ils ont un projet de déménager dans le voisinage du Cosmodome pour améliorer l'offre de services avec le Cosmodome pour avoir une plus grande clientèle. Dans le quartier aussi, il y a le boisé Notre-Dame, c'est une résidence pour personnes âgées, mais c'est aussi un boisé qu'on peut marcher dans le boisé pour se promener, qui contient des arbres de centenaire. Sauf le problème qu'il y a, en ce moment, il y a aussi beaucoup de frênes qui sont affectés par la grille du frêne. Ça, c'est une des problématiques du quartier du boisé Notre-Dame. Oh, et on va faire quoi pour... En ce moment, la ville commence à faire du traitement, mais sauf que
C'est pas évident. C'est pas évident, puis c'est dispendieux, fait que c'est dépendant de comment que les arbres sont affectés. Et il y a aussi la replantation qui est faite pour du reboisement pour pouvoir prévenir ça. Puis il y a des pièges qui sont mis chaque année pour vérifier l'augmentation de cette problématique-là. Vous avez de grandes responsabilités. Oui, il n'y a pas de problème, parce que Souvenir Label, c'est important de bien servir les citoyens. Comme c'est une population qui est immigrante, la plupart des gens ne savent pas les services municipaux qui peuvent leur être offerts. C'est important de pouvoir leur faire comprendre que la municipalité, c'est des services, la plupart du temps, qui sont gratuits aussi aux citoyens. Il y a peu de services qui sont... C'est une grande aide, d'ailleurs. C'est ça, puis on vient justement de mettre en place le service 211, qu'on est la première municipalité de la région de Montréal. Pour les nouveaux arrivants qui ont besoin de services peuvent contacter. Il y a le 311 pour les services municipaux, mais pour d'autres services, il y a le 211 qu'on vient de mettre en place, qui sera mis en place prochainement. C'est vraiment génial. Donc, comme ça, ils n'ont qu'à composer le 211, puis ensuite... Oui, là c'est plus pour des services de santé ou des services qui ne sont pas couverts par le 811, parce qu'il y a toujours le 811 qui est disponible pour les problèmes de santé, mais il y a d'autres services qui vont être offerts par le 211. Monsieur Coupal, les dossiers qui vous tiennent à cœur en ce moment, parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs, on essaie de répondre à tous, c'est pas nécessairement évident, mais il y en a plus particulièrement qui vous tiennent à cœur. Oui, moi, comme je vous l'ai dit, c'est surtout au niveau de la gestion de l'administration. La Ville de Laval, bon an, mal an, donne pour environ 300 à 400 millions de dollars de contrats. Puis on s'aperçoit avec le temps que la plupart des contrats sont faits avec peu de fournisseurs. Souvent, c'est les mêmes fournisseurs qui se répètent d'année en année. Puis c'est surtout d'essayer d'ouvrir ces contrats-là à plus d'entreprises pour pouvoir peut-être morceler les contrats pour pouvoir augmenter l'accessibilité aux PME de Laval. Parce qu'on s'aperçoit que la plupart des contrats, il y avait des contraintes... de l'extérieur? Oui, parce qu'il y avait des contraintes administratives que les petites entreprises ne pouvaient même pas soumissionner. Ce qui ne faisait pas de sens en soi. C'est ça. Il faut que tu fasses vivre la maison d'abord. C'est ça. Puis surtout, la Ville de Laval avait comme pour principe un peu de dire que l'argent coule à flot dans la ville, fait que le prix est moins important que peut-être... Que la qualité? Pas vraiment la qualité, mais pour la facilité du fournisseur. On l'a vu dans certains cas récemment, comme la Ville de Laval a l'équipement informatique de la compagnie Cisco, eux avaient décidé qu'il fallait continuer avec la compagnie Cisco, peu importe les autres fournisseurs qui étaient sur le marché, qui pouvaient répondre aux besoins. On n'a même pas discuté du prix. On veut seulement de l'équipement Cisco. Pourtant, on est extrêmement compétitif ici par rapport à justement la technologie grandissante. C'est ça. Puis surtout, moi, j'ai pour mon dire que ce n'est pas aux fonctionnaires municipaux de savoir qu'est-ce qui est disponible sur le marché, mais c'est aux fournisseurs de faire des propositions. D'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Mais peut-être à force de se faire dire non, peut-être qu'ils ne prennent plus de chance. C'est ça qui est arrivé. Ils vont à l'extérieur à la place. Il y a beaucoup de fournisseurs qui ne prennent même pas le temps de faire des soumissions. On a le cas dans l'achat de véhicules automobiles. Pratiquement tous les véhicules automobiles de Laval ne sont pas achetés à Laval parce que les concessionnaires automobiles ne font même pas de soumission. C'est un peu bizarre comme ça. Puis on le voit, les fonctionnaires municipaux souvent mettre des critères qui font qu'un seul soumissionnaire peut répondre ou on peut essayer de biaiser Moi, je veux que de plus en plus, les fonctionnaires municipaux dictent le besoin qu'il y a à répondre et non la solution. La solution, c'est au fournisseur de trouver la solution qui répond aux besoins. Ce ne serait pas un peu un manque de communication, justement, parce que, comme on le disait tantôt, on est devenu... paresseux de l'info, vu qu'on se fait dire non tout le temps, on se dit, bon, ben, ça vaut même pas la peine. Donc, il faudrait revenir aux sources au niveau de la communication pour laisser entendre à ses concitoyens entrepreneurs qu'il y a de la place pour eux maintenant. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a peut-être une stratégie de communication. Le problème, c'est à long terme qu'il faut revoir les processus d'approvisionnement. Parce que quand on achète une voiture, quand quelqu'un veut acheter une voiture, s'il dit « je veux une Toyota en partant », il se limite à un seul fournisseur. Si j'ai besoin d'une voiture compacte, les concessionnaires, entre eux, ont toutes des voitures équivalentes. Puis, peu importe le prix, je peux au moins voir les quatre concessionnaires qui pourraient soumissionner. Puis là, dépendant du prix, du besoin que j'ai,
Si je veux une voiture compacte à 4 portes, je mets une voiture compacte à 4 portes. C'est pas que je veux une Toyota Corolla, tel modèle. Donc, il faudrait probablement avoir clé en main sur le site de Laval une place pour les entrepreneurs pour les soumissions. Oui, c'est ça, parce qu'en ce moment, tout est fait avec le gouvernement du Québec qui a un site, mais la Ville de Laval précisément. n'est pas beaucoup proactive en fonction des fournisseurs locaux. Puis on l'a vu, la plupart du temps, on achète nos voitures dans la Ville de Québec. Fait que là, tu dis, ben... Suffit, dans le fond, de faire une nomination, de faire une suggestion pour mettre les choses en branle. Donc, on sait très bien que le maire est à l'écoute. Alors, à ce moment-là, ce sera une façon de pouvoir améliorer les communications par rapport à les fournisseurs locaux. Oui, c'est une recommandation que je vais faire prochainement, c'est d'avoir un comité d'approvisionnement qui surveille, comme cela se fait dans la Ville de Montréal. Parce que nous, les élus, on est responsables, on approuve des contrats de plusieurs millions de dollars, mais on a très peu d'informations. Puis souvent, l'information est faite à la dernière minute, fait que c'est difficile de refuser. En bonne compagnie, ça va tellement vite, c'est déjà presque terminé. Donc, M. Coupal, vous recevez vos concitoyens une fois par mois? Non, moi, je les reçois au besoin. Le district Souvenir-Labelle, c'est un district différent des autres. La plupart des citoyens habitent pas des maisons unifamiliales. Fait qu'ils ne sont pas vraiment propriétaires. Fait au niveau de l'administration municipale, c'est pas la même problématique. Surtout, comme on l'a dit, une population immigrante ne savent même pas les services qui sont offerts par leurs conseillers municipaux. C'est plus de l'éducation que je fais. On peut vous rejoindre sur les réseaux sociaux à ce moment-là? Oui, sur les réseaux sociaux, par courriel, par téléphone. Puis aussi, dernièrement, nous avons un nouveau bureau, les conseillers indépendants, qui est situé à l'Hôtel de Ville. Il y a moyen de les rencontrer maintenant directement à l'Hôtel de Ville. C'est assez génial, merci. Écoutez, je vous laisse le mot de la fin pour vos concitoyens, allez-y. Oui, j'aimerais dire à mes concitoyens que depuis que je suis indépendant, je suis beaucoup plus ouvert à poser des questions à l'administration courante pour pouvoir améliorer la gestion de la ville. Puis j'espère qu'aux prochaines élections, le résultat de mon travail sera récompensé. J'en suis certaine. Je vous remercie beaucoup. Au plaisir de se revoir, M. Coupal. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos collaborateurs, invités et à vous d'avoir été des nôtres pour cette nouvelle émission à votre image. Bienvenue chez vous. Nous serons de retour au printemps prochain. D'ici là, vous pouvez regarder toutes nos émissions sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. Je vous envoie le plein d'énergie positive. On se retrouve au printemps. Ici votre hôte, Samy Lynn.